Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. L'Institut national de la statistique informe que le Cameroun a importé pour 96,6 milliards de la Russie, premier fournisseur de blé et d'engrais du pays, et 60,9 milliards de l'Ukraine, premier fournisseur de produits en fonte, fer et acier. En conflit depuis le 24 février 2022, l'impact sur l'économie mondiale et principalement sur celle du Cameroun n'est plus à démontrer. Particulièrement touché par cette guerre, les secteurs des hydrocarbures, l'agroalimentaire ainsi que l'élevage. Le gouvernement camerounais, en raison de sa politique de gel des prix, est obligé de revoir son enveloppe. L'État, jusqu'ici, subventionne le carburant à hauteur de 35 milliards de francs CFA actuellement afin de stabiliser les prix à la pompe. Dans le secteur de l'agroalimentaire, les prix du blé, l'orge et du maïs pourraient augmenter. D'après le document de travail publié le 21 avril 2022 par le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. À cette hausse pourraient s'ajouter de nombreux autres problèmes d'approvisionnement en raison des difficultés d'exportation des deux pays en conflit, de même que la constitution des stocks de sécurité envisagée par certains pays développés. La hausse des prix des intrants agricoles, à savoir les engrais importés, indubitablement, entraînera une augmentation des prix des produits agricoles sur le marché local. Le 22 avril 2022, une note du directeur général de la Société sucrière du Cameroun, SOSUCAM en abrégé, portait suspension temporaire d'activité de son usine de Banjok, du fait des restrictions dans les livraisons de carburant. Démenti de la part du délégué régional du ministère de l'eau et de l'énergie, il dit que la SOSUCAM est régulièrement approvisionnée depuis le 22 avril 2022 et ce de manière quotidienne en raison de 30 000 litres de gasoil par jour. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information du 20h qui vous sera présentée une fois de plus par Julien Berthe Bissaï. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Répercussions du conflit russo-ukrainien sur le Cameroun entre pénurie et flambée des prix. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir le docteur Hugues Nkoutou. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Saint-Jalin. Bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox et merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes économiste, c'est bien voilà. Ça. Entre autres, casquette, hein. Voilà. Enseignant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Jean-François Yenga. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes copanélistes ainsi qu'à vos millions de téléspectateurs. Voilà, une affaire, lorsqu'on parle, on voit aussi le politique. Hein. Oui, surtout que je reviens... Le politique est à base de tout. Surtout que je C'est les politiques qui ont décidé de la guerre en Ukraine. Hein. Bon, ça c'est vous qui le dites. Ah bon? Pour le moment, je parle beaucoup plus de ce qui sont les économistes qui ont décidé? Le Cameroun, c'est ce que nous allons savoir sur ce plateau ce soir. Ce que je sais, c'est que le RDPC va très bien. D'ailleurs, je sors d'un meeting de remerciement. Non, je ne vous ai pas demandé si le RDPC allait bien. Non, je vous dis, nous sommes sur le plateau pour parler du problème ukrainien. Voilà. Et nous saurons à la fin de l'émission qui a vraiment forcé la main pour que nous arrivions à une telle situation. Si ce sont à tout prix me dire que le RDPC va bien. Si ce sont les économistes dans leur recherche ineffrénée du profit ou alors des politiques, nous le saurons ici. C'est pourquoi j'ai présenté un économiste, je vous ai tendu la presse, j'ai dit, bon voilà, sur ce plateau, il faut le politique. Voilà. Justement, nous sommes là pour ça, nous sommes là pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Voilà. Bonsoir, Pierre-Emmanuel Bihan. Bonsoir. Revenant, on va dire comme ça. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à tous mes copanélistes. Oui. Et bonsoir à tous les prisonniers politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je souhaite prompte guérison à tous nos amis politiques qui sont en train de mourir de choléra et qui sont prisonniers au Cameroun en ce moment.
Oui. Voilà, beaucoup de courage à eux. Bonsoir Edmond Kyoté. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à Pierre-Emmanuel que je n'ai pas vu depuis longtemps. Bonsoir également à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. J'ai envie de vous poser une question simple, Edmond Kyoté. Tant que cette guerre va perdurer, l'impact économique, comme on l'a dit, le Cameroun va toujours payer le prix fort, comme certains l'ont dit. D'ailleurs, je vais commencer par dire qu'il serait erroné et tronqué de faire une lecture parcellaire en attribuant, je vais dire, tous les déboires économiques du Cameroun à la seule crise ukrainienne. Ok. Ce serait, ma foi, une lecture, ma foi, un peu biaisée. Et je vais dire... Est-ce que ce conflit ne participe pas... Ce conflit vient en catalyseur à une crise qui était déjà là. Je vais dire que ça fait longtemps que nous mettons la poussière sous le tapis. Et aujourd'hui, la crise ukrainienne vient nous obliger un peu à soulever le tapis et sortir la poussière. Et donc, il faut qu'on sorte un peu, je vais dire, in fine, de la bouc émissérisation. C'est comme ça que nous on appelle ça, c'est-à-dire constamment chercher le bouc émissaire. On ne peut pas vivre comme ça dans un monde comme le nôtre, en proie finalement à des conjonctures de toutes sortes. Ça pouvait ne pas être la guerre russo-ukrainienne, ça pouvait être toute autre chose qui aurait pu contraindre, qui aurait pu, par exemple, je vais dire, il faut savoir que c'est depuis quand même longtemps qu'il y a un enchevêtrement de crise. Je dois dire que si aujourd'hui vous parlez par exemple du blé, l'inflation par exemple sur le marché, je dois vous dire que la lettre du JICAM, ça date de 2020 finalement, là où le JICAM menaçait de carrément mettre la clé sous le paillasson en termes de production et d'importation, n'est-ce pas? Je vais citer le groupe de meuniers qui menaçait de ne plus importer, de ne plus produire à partir de janvier 2022. C'était 2 ans avant le déclenchement du conflit. C'était longtemps avant. Nous sommes en 2021. Oui. Et c'est en septembre 2021 aussi que le ministre du Commerce a saisi, même si à l'époque j'avais décrié cette démarche, j'avais dit que ce n'était pas la bonne démarche, mais il avait saisi la directrice de l'OMC pour dire que finalement c'était... L'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce, pour se plaindre, n'est-ce pas, de l'augmentation très très élevée, n'est-ce pas, des prix du transport qui allait jusqu'à 400%, le fret maritime qui avait connu une augmentation jusqu'à 400%. J'avais dit à l'époque que ce n'était pas la bonne démarche parce que l'OMC, finalement, les accords de Marrakech sont là pour réguler, n'est-ce pas, un certain nombre de comportements de l'ensemble des partenaires commerciaux, mais l'OMC n'est pas là pour réguler, n'est-ce pas, les crises, les conjonctures. Non, là, on était dans la pandémie de Covid-19, donc l'OMC n'avait rien à faire. On avait, par exemple, le Canada qui avait eu une baisse de production, qui est l'un des gros exportateurs de blé, mais qui avait eu une baisse de production de son blé du fait du dérèglement climatique aussi et du fait du manque d'œuvre à cause du confinement. Ils avaient eu une baisse de production de leur blé de 40%. Donc ils n'avaient pas pu satisfaire le marché international. On avait la Chine qui est l'un des plus gros producteurs qui avait réduit finalement sa production pour la consommation locale. Et donc vous aurez toujours des crises comme ça. Et si nous, à notre niveau, nous ne faisons rien, on va passer le temps à chercher le bouc émissaire, à dire c'est telle chose, c'est à cause de telle chose. Non, il faut reconnaître que depuis 2008, nous avons brillé par une médiocrité en termes de politique publique. Il y a eu une incohérence criarde en matière de politique publique pour, n'est-ce pas, la productivité et pour la production en général. Depuis 2008, nous avons eu la première crise de la faim au Cameroun. Qu'est-ce qu'on a fait? Quelles sont les politiques publiques qu'on a pu mettre en place pour augmenter la production locale? Parce que, in fine, les pays qui ne vont pas trop souffrir, ce sont les pays qui importent le complément de l'existant. Mais nous souffrons beaucoup parce que non seulement nous importons l'entièreté de nos produits de consommation, parce que le blé, nous n'en produisons plus. Depuis qu'on a fermé la Sodeblé, nous n'en produisons plus. Depuis que la Semerie bat de l'aile, on ne produit plus du riz. Depuis que Maïscam ne produit plus du maïs, donc nous importons l'entièreté de nos besoins de consommation. Et c'est pour ça que l'amplitude de choc, nous le subissons avec, mais je vais dire avec beaucoup de vigueur, beaucoup finalement de brutalité. Et nous avons une faible capacité finalement également de conservation, de stockage au Cameroun. Vous avez vu que quand la crise a commencé, des pays comme l'Égypte, l'État a pris des dispositions pour stocker 6 mois de consommation. C'est l'État, c'est-à-dire indépendamment de l'initiative privée, l'État a dit, moi j'importe 6 mois de consommation, n'est-ce pas, de blé, en amont.
Ça, c'est ce que l'État peut faire. Mais nous, même si on ne peut, non seulement on ne peut pas le faire, on ne peut pas importer 6 mois, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens de stockage, on n'a même pas les moyens financiers pour le faire. Et donc, finalement, il faut qu'on arrête de dire c'est à cause de la crise ukrainienne, c'est à cause... Non, le monde va toujours connaître des bouleversements, il y aura toujours des conjonctures. Croyez-moi, on n'est pas sorti de la Covid-19 que déjà la crise russo-ukrainienne, et personne ne peut parier, n'est-ce pas, de la fin, je vais dire de la suite, de l'issue finalement de ce conflit. Déjà hier, vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères russe qui mettait le monde en garde contre une 3e guerre mondiale finalement. Sergei Lavrov qui disait il faudrait que si les Ukrainiens ne sont pas sérieux dans les négociations, le monde court vers une 3e guerre mondiale. Ça veut dire qu'il n'est pas exclu qu'on s'élève demain matin. La Coupe du Monde. Bah, pour ceux qui aiment le football, je crains peut-être que cela n'arrive. Ouais. Mais espérons qu'on n'arrive pas là. Ouais. Espérons qu'on n'en arrive pas là. Mais très sincèrement, Serge Alain, je vais dire, il faut qu'on arrête d'aller d'excuse en excuse. Il faut qu'on arrête d'aller de prétexte en prétexte. Quels sont les moyens que nous avons mis en place chez nous? Quelles sont les politiques publiques que nous avons conjuguées chez nous de manière cohérente pour à la fois capitaliser la productivité de travail, productivité de capital? Qu'est-ce que nous avons fait chez nous pour cela? On n'a rien fait. Je vous ai dit, je place le curseur en 2008. Crise de la faim au Cameroun. Qu'est-ce que l'État fait? Palliatif, on subventionne le carburant, on subventionne l'importation du riz, on subventionne l'importation du blé, on subventionne l'importation du maïs. Ce n'est pas une solution. Et en 2010, vous sortez de 2008 avec une crise de la faim. En 2010, vous concevez un document stratégique de planification DSCE. Vous ne définissez pas d'objectifs stratégiques sectoriels en termes de production de tous ces produits-là. Riz, blé, maïs. Vous ne définissez rien. Et là, on est passé à un autre document. Et entre 2010 et 2020, vous n'êtes pas capable de faire une évaluation objective et stratégique de l'ancien document pour dire qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut refaire. Non, vous passez directement à un autre document, DSE 30. Mais c'est du pipeau, c'est du vaudou. On n'est pas sérieux et donc ne soyez pas surpris que demain, nous ne soyons même plus capables d'importer du blé parce que tel que c'est en train de partir, ça vire à une crise énergétique. Et quand l'énergie est touchée, croyez-moi, l'économie dans sa structure macro va chanceler dans tout le monde entier et nous qui ne nous préparons pas parce que finalement nous n'avons pas une prospective, nous n'avons même pas la capacité d'anticiper. Les pays qui ont une capacité prospective d'anticipation ont pu anticiper sur cette crise. Moi, je vous parle de l'Égypte. L'Égypte a importé pour une capacité de 6 mois de stockage. Ça veut dire que tant que la crise va durer, ça leur donne le temps de voir comment faire. Mais nous ici, on va de subvention en subvention. La subvention, ça profite à qui finalement? On aurait pu subventionner les producteurs du riz. On aurait pu subventionner les producteurs du blé. Pourquoi l'argent, quand on met 35 milliards dans la subvention, pourquoi on n'a pas mis 35 milliards, par exemple, pour réveiller l'assaut des blés? Les terres arables sont encore disponibles. On peut produire. Quand vous allez à Sanchou, tout ce que Semri utilisait, pourquoi c'est abandonné dans la brousse? Pourquoi on ne produit pas le riz? Vous avez vu dernièrement, paix à son âme, Bernard Djonga qui avait fait un reportage sur le riz qui était stocké à Yagua et que personne n'arrivait à décortiquer. Ça veut dire qu'on a quand même une capacité de production. On n'arrive même pas à innover notre appareil de production. On a produit le riz, mais on n'a pas de décortiqueuse. Voilà les problèmes que le Cameroun a. On a produit le riz, mais c'est stocké dans un magasin en grande capacité parce qu'on manque de décortiqueuse. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc voilà un peu les problèmes que nous avons. Et puis on va indexer la crise ukrainienne. Non, je crois que la crise ukrainienne, comme je l'ai dit, c'est juste un catalyseur qui vient finalement démontrer notre incompétence, notre incurie et notre incapacité à mettre en place des politiques de production. Voilà, je crois qu'il brûle d'envie, le conseiller Jean-François Yenga. 1 minute, d'abord Tortin Couture. Vous avez suivi Edmond Kouyaté, pour lui, on ne devrait pas... Il faut éviter la bouc-émissérisation. Voilà. La recherche de bouc émissaire. Voilà, permanent. Ça va faire ça. Est-ce que le conflit russo-ukrainien est à l'origine de tout ce qui nous arrive aujourd'hui? Il faut se limiter à ce conflit-là pour expliquer tout ce qu'il y a aujourd'hui. Merci beaucoup pour la question. C'est une question pertinente. Je pense qu'elle a déjà été répondue. La crise ukrainienne n'est qu'une
en partie, une cause en partie de ce qui se passe actuellement. En dehors de la crise ukrainienne, vous avez le Covid-19 qui a eu à affecter les transports et la logistique internationale. Il y a beaucoup de ports qui étaient fermés. Ça a créé une situation de rareté au niveau local et qui a fait monter les prix. Il y a par exemple, en plus de la crise ukrainienne, il y a par exemple notre faible productivité locale qui a encore été mentionnée. Nous importons beaucoup de riz à plus de 200 milliards de francs CFA par an. Nous importons du blé à plus de 150 milliards de francs CFA par an. En dehors de ça aussi, il y a beaucoup d'autres problèmes. Mais ce que je voulais m'arrêter surtout, c'est au niveau des possibles solutions. Tant qu'on ne résout pas ces problèmes-ci, on aura toujours tendance à rentrer en arrière parce que les crises ne manquent pas. Une des principales solutions qu'on peut mettre en œuvre comme ça, c'est, comme je le disais tantôt, relancer la production locale au niveau de l'Adamawa. Pour le blé ? Pour le blé. Oui, le gouvernement, par exemple, crée une zone économique spéciale au niveau de l'Adamawa pour tous ceux qui produisent le blé, afin que si vous produisez le blé dans cette zone-là, vous payez par exemple 5% d'impôts sur les sociétés au lieu de 30% actuellement, plus 10% de sentiments nationaux communaux, ça fait 33% je crois. Donc vous voyez que vous épargnerez beaucoup, ça pourrait inciter certains producteurs à aller se lancer là-bas. Ouais. Donc par décret présidentiel, une zone économique industrielle peut se créer, une zone économique spéciale peut se créer. Au niveau de l'Adamawa. Au niveau de l'Adamawa. Pour ce qui est du blé seulement. Voilà. Une deuxième possible solution, ce serait par exemple comme je le disais tantôt, d'encourager les banques camerounaises en surliquidité, à financer les étudiants diplômés de nos écoles d'agriculture. Et vous savez, l'État camerounais peut mettre à leur disposition des terres arabes. Plus de 13% de la superficie du Cameroun, c'est les terres arabes. Et ça veut dire près de 7,2 millions d'hectares de terres arabes au Cameroun. Et nous n'utilisons que 1,8 million d'hectares de terres arabes. Ça veut dire qu'il y a 5 millions comme ça, d'hectares de terres arabes que le gouvernement peut mettre à la disposition de ces étudiants-là. Même s'ils ne mettent que 1 million, ce serait largement suffisant. Et les banques, bien entendu, viennent les accompagner dans les prêts parce que quand les banques s'y mettent, généralement, la gestion est mieux. Parce que les banques ont un regard un peu plus, un peu plus dur sur la gestion des banques camerounaises, elles font confiance aux Camerounais, là. Des banques camerounaises en surliquidité. Oui, est-ce qu'elles font confiance? Bon, l'État peut... Est-ce que ce n'est pas un autre problème, là? Oui. Les banques sont en surliquidité, comme vous le dites, mais bizarrement... Je pense qu'il faudrait trouver une solution, comme ça, afin qu'on encourage ces banques en surliquidité pour qu'elles puissent faire confiance à ces diplômés d'école d'agriculture, afin qu'ils puissent développer, comme ça, des industries agricoles, mettre en pratique ce qu'ils ont appris à l'école. Je pense qu'il faudrait trouver un moyen de les mettre dans l'équation, dans la solution du problème de la sécurité alimentaire au Cameroun. Ce n'est pas la seule solution, mais il faudrait qu'on trouve un moyen de mettre ces étudiants-là, diplômés de nos écoles d'agriculture, dans la solution. Et maintenant, en dernière position, je pense qu'on peut aussi créer un marché des graines, un marché des semences au Cameroun, afin que les vertus de la compétition feront que la qualité sera de plus en plus utilisée par nos agriculteurs pour être semée. Parce que quand il y a un marché où il y a beaucoup de gens vendent les mêmes choses, les semences, ça fait que la qualité, à terme, c'est ce qu'on vend au prix abordable. Les gens iront vers les produits de meilleure qualité. Avec le temps, nos agriculteurs utiliseront des produits de meilleure qualité pour s'aimer. Parce que c'est très important d'utiliser les bonnes semences pour produire mieux. Il y a certaines semences qui offrent de meilleures productions que d'autres. Donc je pense que... Et aussi, il y a le problème des routes. Vous savez que beaucoup de nos produits au Cameroun périssent dans les champs. Ça, c'est un problème très important. Et je pense que si tous les produits qui périssent dans les champs au Cameroun peuvent se trouver sur le marché, ça pourrait beaucoup aider dans cette crise où vous voyez... Vous savez où se situe le problème. Les routes. Justement, les routes pour évacuer ces produits vers les marchés. Ça veut dire qu'il faut construire des routes, voyez-vous, où la route passe, le développement suit. Oui. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on investisse dans la construction des routes. Ça veut aussi dire qu'il faudrait qu'on mette un œil vraiment sur les problèmes de corruption au Cameroun, afin que tous ces investissements alloués aux routes puissent vraiment être utilisés pour construire nos routes. Il y a aussi les chemins de fer, il ne faut pas oublier, parce que si vous regardez bien, en Afrique subsaharienne, au Cameroun, la plupart des villes qui sont développées,
c'est des villes où passent les chemins de fer, où sont passés les chemins de fer dans le temps. Ça veut dire que où les chemins de fer passent, le développement urbain suit. Donc, construire les routes, mais aussi construire les chemins de fer qui sont très efficaces pour faire sortir les produits. Et comme je disais tantôt, si les produits qui se périment dans les champs camerounais peuvent se trouver sur les marchés, ça ferait que beaucoup, ça ne va pas résoudre tous nos problèmes, voilà, de bien cher sur les marchés, mais ça va atténuer une bonne quantité. Si vous allez dans les zones rurales, voyez-vous, du Cameroun, vous remarquerez que beaucoup de produits périssent dans les champs. Et ces produits-là peuvent bien être utilisés comme produits de substitution pour certains denrées alimentaires. Voilà, Jean-François Yenga, je vous ai vu vous brûler d'envie lorsqu'intervenait Edmond Kouyaté. Lui, il dit qu'il ne faut pas... Il a plutôt déplacé le curseur. Il faut aller plus loin, il faut aller chercher vers 2008 pour... Il faut pas se limiter à ce qui nous arrive. Il y a aujourd'hui la crise en Ukraine, le conflit russo-ukrainien, il y a même avant Covid-19. Mais pour lui, il faut aller chercher un peu plus loin. Oui, c'est défaillance des politiques. C'est son analyse, la différence politique, rien ne me surprend. J'attendais ça de lui. Mais toutefois, je voudrais remercier le docteur Hugues pour l'ensemble des solutions qu'il a pu proposer sur ce tableau, sur ce plateau, il faut être honnête. Et toutefois, je vais vous dire, Serge Alain, le journaliste Mark Ruan, canadien, avait dit « Le monde est un village planétaire ». C'est-à-dire que même si le choc se produit aux États-Unis, nous aurons des ressentis au niveau du Cameroun. Lorsque le docteur rejette la faute sur l'État, je suis vraiment dépassé et je me demande si c'est de la mauvaise foi. Vous savez, Serge Alain, je vais vous dire, les Américains exportent le pétrole, importent le pétrole passant par ce qu'on a appelé le pipeline Tchad-Cameroun. Ce n'est pas parce que les Américains sont le pays le plus faible au monde. La Suisse est premier producteur de chocolat. Est-ce qu'il y a un champ de cacao en Suisse? Il n'y en a pas. Cela signifie tout simplement que chaque pays a besoin d'un autre pays. Avant la guerre ukrainienne, qui savait que nous pouvons avoir des problèmes de pain, que nous pouvons avoir un problème où le pain, nous connaissons la flambée des prix du pain jusqu'à 40%. Nous ne pouvons pas imaginer qui connaissait même, il y avait des villages où on ne connaissait même pas le pays qu'on appelle l'Ukraine. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte, c'est que le développement aujourd'hui est lié. Aujourd'hui, nous avons un problème de céréales. Dans d'autres pays, je vais vous dire qu'au Sénégal, c'est pire. Moi, je ne sais même pas si vous savez que les populations sont descendues dans la rue. Ici au Cameroun, je n'ai pas encore vu. Je vais vous rappeler que... Je suis en train de vous dire que... Je suis en train de vous dire, Serge Alain, ne tronquez pas mes propos. Laissez-moi aller au bout de mes propos. Je suis en train de vous dire que... Vous savez pourquoi les populations ne descendent pas sur la rue au Cameroun? Pourquoi? Parce que personne n'est allé à la pompe et est rentré sans que son réservoir ne soit plein, ne soit rempli. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème d'hydrocarbures au Cameroun. Le gouvernement camerounais, comme on le dit, comme le disait monsieur l'économiste, ne connaît pas anticipé, mais je vais vous dire que jusqu'à présent, le gouvernement camerounais a quand même répondu présent en augmentant certes la subvention. Vous pensez que l'argent de la subvention qu'on augmente la sort d'où? Ça sort de la force économique, de la puissance économique du Cameroun. Vous dites que nous ne produisons rien. Le Cameroun est, je crois, premier producteur mondial de la banane. Le Cameroun importe le poivre à une très haute quantité et c'est l'un des poivres les plus reconnus. Le café camerounais est très prisé sur le plan international. Ce n'est pas parce que nous échouons aujourd'hui peut-être sur la production de céréales. Et je vais vous dire, il y a aussi un problème de snobisme. Parce que quand moi je vais au nord-ouest et au sud-ouest, vous mangez le pain Kumba, qui est produit sur la base des céréales camerounais. Avant que la crise ukrainienne n'arrive, si on disait à un Camerounais de consommer le pain fait à base du manioc, vous n'allez pas acheter ça. Donc à un moment donné, moi je préfère que nous venions sur des plateaux, acclamer, reconnaître la force de notre État, qui sort d'une crise à Covid-19 et qui tombe sur la crise russo-ukrainienne et qui jusqu'aujourd'hui n'a pas de ressenti, personne n'est tombé. Allions-nous derrière
le gouvernement pour qu'ensemble nous puissions faire quelque chose. C'est pour ça que j'ai salué la pensée du professeur Hugues. Il a battu en brèche tout ce que, puisque le fait est là, tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de donner des propositions. C'est ça notre rôle. C'est ça notre rôle, accompagner l'État. Et moi, je ne peux pas quitter ce plateau sans féliciter l'État du Cameroun, qui jusqu'à présent est en train de tout faire. Vous avez vu le ministre de l'eau. Il est parti jusqu'à envoyer des marketeurs à l'extérieur, parce que le problème que vous voyez là, Serge Alain, ce n'est pas un problème de pénurie, c'est un problème logistique. Vous savez, les Russes ont beaucoup investi sur les tankers qui transportent le pétrole dans la mer, et que la sanction russe, la sanction qui frappe la Russie actuellement, empêche que le matériel russe puisse naviguer jusqu'à certains pays. Ce qui pose problème actuellement. Et l'État du Cameroun est en train de tout faire pour que nous trouvions des solutions alternatives. Ce n'est pas que les marketeurs manquent d'argent. Et quand vous parlez même de l'État, l'État ne se fait pas seul. L'État se fait avec des bailleurs de fonds. L'État se fait avec des grands entrepreneurs. Comme vous les voyez partout, ils entrent chaque jour au Cameroun. Vous croyez que si le Cameroun n'était pas vraiment un grand État, je ne vais pas les citer sur le plateau, vous savez les grands investisseurs qui entrent au Cameroun actuellement, qui sont même en train de prendre le contrôle de nos plus grandes sociétés actuellement dans le privé. Vous savez bien, chaque jour, vous arrivez à l'aéroport international de Simalé, Douala, partout, les investisseurs entrent au Cameroun. Donc, je crois que nous devons tout faire pour proposer des solutions à l'État vis-à-vis de ce qui se passe. Ce n'est pas qu'au Cameroun, même en France. Le prix du pain a quadruplé en France, si vous n'êtes pas au courant. Donc, venir sur un plateau, et Serge Alain, pour jeter, comme nous sommes dans un débat, j'ai beaucoup apprécié le débat entre Macron et Le Pen. Le Pen n'est jamais revenu sur ce qui s'est passé. Je veux prendre le pays à tel niveau. Qu'est-ce que je projette pour le pays? Qu'est-ce qu'il y a toujours à revenir sur les événements de 2008 alors que personne ne rappelle là que le Cameroun a bravé la Covid-19? Vous dites que le Cameroun n'a pas du répondant. Est-ce que vous ne savez pas que le Cameroun a été résilient sur le plan sanitaire en répondant face au Covid-19? Ce que les plus grandes puissances n'ont pas fait. Je vous ai demandé tout à l'heure, la Suisse, premier producteur de chocolat au monde. Il n'y a aucun champ de cacao en Suisse. Vous arrivez aux États-Unis, le pipeline Tchad-Cameroun transporte le pétrole aux États-Unis. Vous croyez que ces grandes puissances-là, quand Bolloré vient cultiver les noix de palme ici, les palmiers ici, parce qu'il n'y a pas le terrain en France, c'est tout simplement parce que le monde est devenu un village planétaire. Et nous devons accepter que lorsqu'une crise frappe un pays, nous devons en assumer des conséquences. Et que quand cette crise est déjà là, nous devons tous nous aligner derrière le gouvernement en place pour que nous puissions répondre. C'est pour ça que j'appelle souvent les opposants camerounais, les opposants, dont l'eau qui s'oppose. Parce que en fait, c'est du ruissellement. Il est opposant, Edmond Kouyaté? Non. Je peux imaginer sa casquette politique à entendre ses propos sur le plateau. Pas une autre son de cloche. Parce que vous savez, quand j'ai suivi monsieur l'économiste, oui. il était plus que... C'est un économiste opposant? Je voudrais vous dire ceci. À l'école, oui. Quand on vous enseigne sur la base des exemples. Oui. Un enseignement vise à remédier, comme l'a si bien fait le docteur. Mais il a plus proposé des solutions par rapport à M. Edmond Kouyaté, pas encore là. Qui n'est pas arrivé au niveau. Il a tout fait une rétrospective de tout ce qui s'est mal passé au Cameroun. Il a choisi d'aborder le problème. Chacun a sa façon d'aborder le problème. Bon, je ne sais pas si vous êtes son avocat. Dit... Non. C'est moi. Je suis là. C'est moi le modérateur. Donc je ne veux pas vous tirer sur Edmond Kouyaté. Je ne suis pas en train de tirer sur M. Edmond Kouyaté. Je voudrais tout simplement dire que je suis venu sur le plateau quand j'ai suivi qu'il y a deux économistes. Je savais que le gouvernement sera enrichi aujourd'hui parce qu'on n'est jamais plus connaisseur que tout le monde. Le gouvernement en a aussi besoin. L'émission n'est pas terminée. Edmond Kouyaté va sûrement vous faire des propositions. Bon, c'est ce que nous attendons pour la suite. Merci. Pierre-Emmanuel Bignam, pénurie aujourd'hui et tout ce qu'il y a, pour, comme a dit Edmond, ça vient de très loin. Hein. On ne saurait limiter ça à ce conflit-là qui a plus de 2 mois déjà d'existence. Bon, c'est l'occasion pour moi de féliciter Edmond
Edmond Kouyaté, pour sa brillante analyse sur les causes de ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec lui, la crise que nous vivons actuellement, une crise alimentaire, n'a pas une cause immédiate. Ce n'est pas le conflit russo-ukrainien qui est à l'origine de cette crise-là. Nous avons une économie qui est complètement tournée vers la consommation. C'est-à-dire que notre balance commerciale est déficitaire depuis de très nombreuses années aujourd'hui. Et nous sommes un pays qui, à cause du manque de volonté politique, se retrouve sur tous les fronts aujourd'hui. Je vais m'expliquer pourquoi je le dis. Le Cameroun traverse des crises multiformes. Depuis 2014, celle de 2014 n'est pas le fait du Cameroun, c'est une crise terroriste qui est transfrontalière, qui est partie de la chute de Tripoli, je vais dire... le départ du Muammar Kadhafi. Voilà, le décès de Kadhafi. Ouais. Ça a créé une situation où les armes se baladent un peu partout dans le sud du Sahara, passant par le Nigeria jusqu'au Cameroun. Et ça a créé des groupes terroristes comme le Boko Haram. Le Cameroun a subi cette crise, qui n'était pas directement... Le Cameroun n'était pas responsable de cette crise. Bien choisi, on a subi. Voilà, nous avons subi cette crise. Mais néanmoins, c'est une crise qui nous a touchés du point de vue économique, parce que le Cameroun s'est investi énormément pour remédier ou bien pour maîtriser les élans ou bien les dégâts de cette crise-là. Ça en est suivi une autre crise sécuritaire, qui est celle du Nozo. Parce que pour mieux comprendre la situation dans laquelle nous vivons, il faut rentrer dans des causes historiques qui peuvent expliquer un certain nombre de choses. Donc, le Cameroun s'est plongé immédiatement par la suite dans une crise sécuritaire interne qui a paralysé 2 régions de notre pays, dont le gouvernement a déclaré économiquement sinistré. C'est-à-dire que depuis des années, on n'arrive plus à collecter les impôts sur ces 2 régions-là. Ah, même aussi au sud-ouest, il y a beaucoup de cacao là-bas. Voilà. Et ça a mis à terre des sociétés comme par exemple la CDC, qui était le plus grand employeur du Cameroun. C'est les conséquences de la crise sécuritaire du Nozo. Couplée à la crise de Boko Haram, avec d'autres crises que nous connaissons. Il a évoqué tout à l'heure la crise de la faim en 2008, qui est une évidence. Le Cameroun a mis sur pied la DSE, et après l'année dernière, le DSE a été suspendu sans avoir fait une évaluation réelle et sans avoir vu l'effet escompté du DSE sur l'économie du Cameroun et sur le panier de la ménagère. Donc, ce sont des gros soucis que nous connaissons. Maintenant, la crise russo-ukrainienne arrive dans ce contexte-là. Et je vais ajouter un autre élément pour que les Camerounais qui nous suivent comprennent. Le gouvernement du Cameroun, ou les différents gouvernements du Cameroun sous Paul Biya, ont l'habitude de faire des prêts non concessionnels. Les prêts non concessionnels, je parle sous le couvert des économistes, les prêts non concessionnels sont déconseillés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les prêts non concessionnels ont une durée de remboursement très courte. Par exemple, le gouvernement camerounais, l'année dernière, en 2021, était en train de rembourser certains emprunts obligataires qu'ils ont levés en 2015 et qui avaient une durée de 6 ans. Donc, ça vous met sous les taux. Non seulement la période de remboursement est courte, mais également le taux d'intérêt est souvent très élevé pour les prêts non conventionnels. Ça fait qu'aujourd'hui, le FMI, la Banque mondiale et d'autres organisations financières internationales déconseillent les pays pauvres comme le Cameroun de recourir à ces emprunts-là. Et c'est pour cela qu'ils font toute une promotion pour encourager les pays à prendre des prêts concessionnels, je veux dire. Donc maintenant, on revient sur d'autres causes. Parce que cette crise, ce qu'il faut soulever, c'est une crise qui touche le monde entier. L'Afrique dépend de 43% de blé importé de la Russie, couplé avec l'Ukraine. Ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Maintenant, comment est-ce que chaque pays va se démerder pour maîtriser les conséquences de cette crise? C'est ce qui est le plus important aujourd'hui.
Vous prenez les pays qui ont commencé à prendre déjà les mesures, avant même que la crise n'éclate, depuis le mois de janvier. Vous avez les pays comme la Côte d'Ivoire, qui depuis janvier a déjà fait au moins 3 conseils de ministres. Vous avez le Sénégal, qui depuis janvier a déjà fait au moins 3 conseils de ministres. Vous avez le Bénin, qui constamment fait le conseil de ministres. Et ces pays ont pris des mesures. Par exemple, la Côte d'Ivoire a plafonné les prix des denrées alimentaires, les prix des produits tels que le riz, le lait, le sucre. Ces prix ont été plafonnés depuis le début du premier trimestre 2022, avant même l'éclatement de la crise. Maintenant, la Côte d'Ivoire également, depuis que la crise est lancée, la Côte d'Ivoire a interdit l'exportation de certains produits vivriers. Pourquoi? Parce que l'importation de l'engrais est touchée. L'Afrique dépend également de l'engrais russe. Et ça fait que la Côte d'Ivoire a pris des mesures dès le début du premier trimestre, quand la crise venait de commencer, de ne plus importer certains produits vivriers pour les conserver la production locale et pouvoir répondre. Donc, la Côte d'Ivoire le fait, le Bénin le fait également. Le Bénin a mis les mesures qui ont maîtrisé le prix du pétrole, qui est de 600 francs actuellement, le litre de pétrole à pompe au Bénin. Les pays comme l'Égypte, tels que Edmond a cité tout à l'heure, ont pris ces mesures-là pour faire les importations de 6 mois de consommation. Le Cameroun aujourd'hui se retrouve dans les taux, sur les taux, parce que j'ai évoqué tout à l'heure les prêts non concessionnels du Cameroun qui nous pressent. Nous avons le service de la dette sur les 12 mois-ci qui est de près de 1400 milliards. Parce que les 230 milliards que nous avons empruntés l'année dernière auprès du FMI ont été reportés pour le remboursement sur l'exercice en cours 2022. Donc, c'est un gros problème. Les pays comme la Côte d'Ivoire, dont je viens de citer le Sénégal et autres, ont moins de prêts concessionnels. C'est-à-dire qu'ils ont plus de crédits qui courent sur 20-25 ans. Pendant que nous avons des crédits qui ont une courte durée avec des taux de remboursement très élevés. Et du coup, ça va toucher même notre capacité de subvention. Déjà que la subvention n'est pas une bonne politique. La subvention n'est pas une bonne politique pour stabiliser les prix ou bien créer de la richesse. C'est un moyen de sauvetage, mais qui n'est même pas conseillé. Il faut développer des politiques internes qui permettent d'accroître le niveau de production locale. Donc, nous avons tout à l'heure évoqué le cas, par exemple, de Semri, qui ne fonctionne plus, Maïs Cam, dans les oubliettes, sur des blés, ainsi de suite. Et ce sont de gros problèmes. Et il y a un autre problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les relations entre le gouvernement camerounais et le JICAM sont des relations qui sont, je peux qualifier de conflictuelles, qui sont sur la base de la méfiance. Parce qu'il n'y a pas un vrai cadre de concertation entre le JICAM et le gouvernement camerounais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les importateurs camerounais sont dans le ballottage. Le JICAM est en train de leur brandir une menace qui est réelle, que dans les tout prochains jours et les tout prochains mois, les importateurs vont jeter le taux. Ils ne pourront plus être capables de continuer à importer les produits de première nécessité. Vous allez voir les pays comme par exemple, j'ai cité le Bénin tout à l'heure, qui a exonéré la TVA sur un certain nombre de produits. Donc, ça fait que le fait que le gouvernement camerounais ne soit pas en train de faire une bonne animation de son appareil, et qui doit bien animer l'appareil gouvernemental, c'est le président de la République. Depuis le mois de janvier, combien de conseils ministériels Paul Biya a déjà fait? 0. Combien de conseils ministériels Paul Biya a déjà fait? 0 conseil ministériel. Et ce sont des occasions. Et combien de concertations le gouvernement a déjà eu avec le JICAM pour la relation partenariat public-privé? 0 concertation. Et dans un climat de crise, il faut toujours des comités ad hoc qui sont en train de travailler pour réfléchir sur des solutions qui peuvent maîtriser la situation. Et le gouvernement camerounais ne le fait pas. Voilà. Le dernier conseil des ministres date du 19 janvier 2019, soit 15 jours après le gouvernement John Gouté, qui était le 5 janvier 2019. Voilà, Edmond Kouyaté, la thématique est là, pénurie, flambée des prix. Flambée des prix, j'ai discuté il y a quelques jours avec monsieur qui est en train de vouloir se bâtir une maison. Il se plaint du prix du sac de ciment. On est passé à près de 5 000, je crois 5 700.
est-ce que on se plaint, il y a quelques jours, on se plaint aussi de l'approvisionnement en gazole là, qui se fait un peu rare. Est-ce que tout ça n'est pas le problème de certains qui sont depuis... Le terme qui va avec, c'est véreux. Ouais. Des personnes qui créent volontairement la pénurie. Comment comprendre cette attitude? La réalité, c'est que dans la dérégulation du capitalisme, on ne peut pas exclure cette dimension, n'est-ce pas, des commerçants véreux, des hommes d'affaires véreux. On ne peut pas l'exclure. Il faut comprendre que le capitalisme dans lequel... Spéculation. Oui, la spéculation même encore, je mets l'accent sur la dérégulation du capitalisme. C'est-à-dire que on a exclu la dimension morale, in fine. Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale dans le capitalisme, en fait. Donc, c'est la recherche à outrance du profit. Du profit, ouais. Voilà. Et je vais demander à Et on profite de cette situation conflit en Ukraine. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Je vais dire à mon ami Jean-François Yenga de souffrir que je convoque encore l'État. Et quand on parle de l'État, on parle du plus haut sommet de l'État qui est le gouvernement. Quand vous faites par exemple allusion aux commerçants véreux, c'est normal dans un système capitaliste. La seule préoccupation, n'est-ce pas, d'un homme d'affaires dans un système comme le nôtre, c'est la recherche à outrance du profit. Mais c'est le gouvernement qui a à cœur le souci du bien-être collectif et qui doit trouver des moyens pour encadrer le bien-être collectif. C'est lui le régulateur. C'est pour ça qu'on l'appelle l'État régulateur. Oui. C'est-à-dire qu'il ne doit pas laisser libre cours à certaines pratiques qui, in fine, pourraient amener la société dans un n'est-ce pas, rapport de conflit, dans un rapport conflictuel entre les agents. Parce que si l'État se fait absent, vous allez voir que le producteur de ciment va décider de mettre son ciment à 10 000 francs. 10 000 francs. L'autre va dire que je produis mon huile et puis je vends à 15 000 francs. Il cherche le profit. C'est sa vocation première. Et vous n'allez pas lui en vouloir pour ça. C'est l'État de mettre en place les mécanismes de régulation. C'est de ça dont il est question. Et c'est sa mission régalienne, l'État. Comprenez un peu. Donc on ne peut pas exclure cette dimension-là. Et ça existe. Il y a des gens qui créent la pénurie. Il y a ce qu'on appelle la pénurie volontaire. Ils créent la pénurie. Parce que vous ne pouvez pas comprendre... En faisant même une faible capacité de production. Oui. Ça se fait. Vous ne pouvez pas expliquer, par exemple, que dans un pays comme le Cameroun, qui a 5 cimenteries, on soit à avoir de la spéculation sur le prix du ciment. Vraiment, c'est vrai que ça peut s'expliquer par la rareté de certains intrants de production en ce moment. Parce que le clinker, il faut le dire, le prix a flambé sur le marché international. Ça, c'est vrai. Ça ne souffre de rien. Mais je pense que ils étaient en discussion avec le ministre du Commerce pour pouvoir stabiliser le prix. Je ne sais pas qu'est-ce qui est sorti de là, mais je dis, on peut pas écarter cette dimension. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Je voudrais, pour faire plaisir à Jean-François, je voudrais vraiment lui faire plaisir et lui prouver que nous ne sommes pas de mauvaise foi. Nous n'en voulons à personne. Je peux rentrer dans une dimension ou alors dans une option résolutoire comme mon confrère. Recherchons des solutions. Il a parlé par exemple de mettre à profit, ça dit que c'est la productivité du travail, c'est-à-dire mettre à profit finalement les esprits pétillants qui ont été formés dans nos instituts. Je voudrais vous dire, chers confrères, est-ce que vous savez que on a décidé dans ce pays de détacher la recherche de l'université? Dites-moi, de toutes nos grandes écoles, je commence par la plus brillante, Polytechnique. Combien de projets est-ce que Polytechnique a implémenté sur le terrain camerounais depuis? Est-ce que vous en savez? Ça n'existe pas, il n'y en a pas. En termes d'implémentation des solutions dues à, que ce soit la recherche fondamentale ou la recherche appliquée, combien de projets est-ce que vous avez vu nos institutions piloter dans ce pays? Vous savez qu'on a un ministre de la recherche scientifique qui a 18 ans à son poste et qui aujourd'hui est incapable de nous proposer une seule solution, même seulement pour rendre plus potable notre eau qui sort de notre robinet, et dont le plus gros exploit a été de réussir à compter les chauves-souris à Douala et dans tout le pays et à nous proposer du FIPANGRAS. Voilà tout ce que je sais.
Et donc aujourd'hui, lorsque vous demandez de mettre, je veux dire, d'activer la productivité du travail, vous avez également parlé de la surliquidité de nos banques. Oui. Je dois encore dire que la surliquidité des banques ne traduit pas une performance économique. Au contraire, c'est tout simplement la preuve qu'il n'y a pas une productivité des capitaux. C'est tout simplement. Parce que les banques doivent financer. Les banques doivent financer effectivement la production. Est-ce que c'est parce qu'elles ne font pas confiance? Non, je ne sais pas si c'est parce qu'elles ne font pas confiance, mais il faut par exemple, c'est pour ça que je convoque l'État. Je convoque l'État parce qu'en fait, c'est lui qui doit proposer des réformes structurelles. Vous me permettez de parler? Quand je vous dis que je parle de l'État, je parle de l'État au plus haut sommet qui est le gouvernement. Je ne parle pas des agents que vous et moi nous sommes. L'État, c'est tout le monde. Mais quand on parle de l'État, ici, on parle du plus haut sommet de l'État qui est le gouvernement. C'est à l'État, dans des situations comme les nôtres, de proposer des réformes structurelles. La réforme du secteur bancaire, par exemple. Il faudrait proposer des réformes, n'est-ce pas, bancaires pour pouvoir permettre une accessibilité facile au crédit, pour pouvoir financer, par exemple, la production. Ça n'a pas été fait. Si on va, par exemple, dans votre sens, moi, je veux bien aller dans votre sens. Je vous ai dit, en termes de recherche, que ce soit la recherche fondamentale, que ce soit la recherche appliquée, ça n'existe pas. Il n'y a pas de solution. Je dois vous dire, j'ai été très déçu de constater qu'une institution comme l'IRAD avait une panoplie de solutions par rapport à certaines semences spécialisées qui pouvaient nous permettre d'atteindre certains niveaux de production. Mais ce n'est pas implémenté. J'ai vu les conditions dans lesquelles les gars de l'IRAD travaillent. Ça m'a fait pleurer. Je n'ai pas su que les gars avaient atteint ces niveaux dans ce pays. Je parle de l'IRAD. L'IRAD a atteint un niveau de sémencier qui peut nous permettre de faire une grande production. C'est au ministre de la Recherche scientifique d'implémenter ces solutions. Ça n'a pas été fait. Vous avez parlé, par exemple, du désenclavement des bassins de production agricoles. Vous savez depuis combien de temps nous avons fait des notes dans ce sens? Le désenclavement des bassins de production agricoles, le désenclavement de Yabassi, nous l'avons demandé. De la Sodincam, nous l'avons demandé à corps et à cri. C'est un projet qui a été initié depuis les années 80, qui a été abandonné. La Sodincam a été fermée, liquidée. Pourquoi? Alors qu'il suffisait tout simplement de désenclaver ce secteur agricole-là. Voilà, on va permettre rapidement une réaction avant le journal. Monsieur Serge-Alain, ce que je peux dire, c'est que, à mon humble avis, la solution au sous-emploi au Cameroun, au manque d'emploi au Cameroun, la solution... On va continuer après le journal. Voilà, dans un instant, le journal. On va continuer après. Et que l'on soit deuxième partie.